Bienvenue pour cette vidéo consacrée à la commande d'axes multiples, avec l'utilisation d'un objet technologique appelé cinématique. Il va nous permettre de s'initier à la robotique à moindre coût, car la totalité des trajectoires sera réalisée en simulation 3D. Je commence par poser le contexte avec un exemple de la vie de tous les jours, où vous voulez faire dégager une bête bizarre de votre chemin. L'animal intelligent comprend votre demande et va donner un ordre à chacune de ses pattes pour faire le nécessaire. Eh bien, le cerveau de la bête bizarre, il a en fait réalisé le même travail que l'objet technologique Theo Kinematics de Siemens. Voici le schéma de principe. On voit que c'est le programme utilisateur qui commande l'objet cinématique en donnant la position à atteindre. Suivant le type de cinématique, donc l'organisation matérielle et les dimensions des axes, l'objet va calculer les consignes à appliquer sur chacune des commandes d'axe pour réaliser correctement le mouvement. Pour le choix du type de cinématique, il y a de nombreuses possibilités, depuis les robots SCARA ou les Delta, en passant par les bras articulés ou les portiques linéaires. Et on remarquera que toutes ces cinématiques nécessitent seulement 4 commandes d'axe. Pour plus de détails, voir la documentation de référence, celle-ci en version 6.0 pour TIA V17, mais ça existe aussi en 5.0 pour TIA V16, et en anglais c'est pas mal car ça permet de mieux comprendre les abréviations. Ça existe aussi en V4.0 pour TIA V15. Allez, petite démo. Je commence par la CPU. J'ai pris une 1515T, un peu au hasard d'ailleurs, parce que comme je vais faire en simulation, je m'en fous du modèle que j'ai. Par contre, il faut qu'il y ait le T, je vous montre pourquoi. Parce que quand on les choisit, donc 1500, si on prend une normale sans le T, là, n'importe laquelle, on voit que l'on a juste que le motion control normal. Et ça, c'est pas suffisant en fait. Donc il faut aller chercher, alors non pas les F parce que ça, safety, ça sert pas dans notre cas, mais il faut aller chercher celles qui ont un T pour technologique. Et on a motion control avancé. Voilà. Donc, il faut au minimum ça, sinon on n'aura pas les fonctions nécessaires. Donc là, on peut les avoir sur les autres. Ok, j'annule parce que je l'ai déjà placé. Ensuite, objet technologique. Donc, on va ajouter les objets. Donc, je parlerai tout à l'heure de la cinématique, mais avant, on va définir les axes. Donc, les axes de positionnement. Je vais dire que ça, c'est l'axe A1, tout simplement. A1 parce qu'il est référencé comme ça dans la cinématique. Ok, je vais faire copier. Voilà, donc il va enregistrer ça. Donc axe A1, je vais le configurer. Et je vais dire que c'est un axe virtuel et qu'il est linéaire, unité de mesure millimètre. Voilà, je rajoute un nouvel axe. Donc toujours pareil. Un 2. Voilà, j'accélère la vidéo parce que c'est toujours pareil, sauf pour le 4 d'ailleurs qui est rotatif. Je rajoute maintenant le bloc de cinématique qui est aussi un objet technologique. Voilà, je vais l'appeler par exemple cinématique de 4 axes. OK, ça charge. C'est un peu plus long là parce qu'il est complexe celui-là. Je le configure. Voilà. Je choisis le type de cinématique. Alors ça, c'est juste à 2 dimensions. On a le choix de plein de choses, des bras articulés, des robots SCARA, classique là. Bon, bref, moi je vais choisir tout simplement un portique 3D avec orientation de l'outil. C'est-à-dire ça.
Et les millimètres par seconde pour les vitesses, ok, ça me va bien. Et je vais raccorder virtuellement, donc connexion, les axes que j'ai créés tout à l'heure. Donc A1 pour l'axe de déplacement, on le voit à ce niveau-là. Ensuite, A2, ça va être l'axe ici. Ensuite, A3, c'est celui qui monte. Et enfin, A4 qui est le rotatif, j'en parlais tout à l'heure, et qui va permettre de faire tourner l'outil. Je continue avec la géométrie, je vais agrandir un peu d'ailleurs. Géométrie, donc les dimensions du système. Alors si je regarde un petit peu, ça c'est la position 0 de l'axe de KZP dans le sens du KCS. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, petite remarque, KNP, je pense que c'est KZP, je vous explique pourquoi. En regardant la documentation, on nous indique comment retrouver le sens des axes. C'est ici avec la main droite. Ensuite, les différents repères utilisés. X, c'est toujours en rouge, Y toujours en vert et Z toujours en bleu. CS signifie système de coordonnées. W pour le repère général. K pour celui du robot. F pour la bride qui porte l'outil. Et T pour tool, donc l'outil. On peut aussi donner des repères à des objets de l'environnement, jusqu'à 3 possibles. Exemple, les palettes. Le KZP, c'est le point d'origine du robot, super important. Le TCP, c'est le point central de son outil. Et le MCS, c'est l'ensemble des 4 valeurs de commande d'axe. Avec le portique 3D en vue de face, voici les repères KCS et FCS. En rouge X, vert Y et bleu pour le Z. Les 3 longueurs L1, L3 et LF servent à positionner le repère de la bride par rapport au repère K de la cinématique. Vu de dessus, même logique. Et on voit L2 en plus. Alors, en résumé, L1, L2, L3 servent à définir les positions 0 des axes par rapport à l'origine KZP. Allez, petite démo. Alors, le système de coordonnées générales, donc W. Je vais dire bien que ma cinématique, elle se retrouve superposée, sans rotation, sans translation, de façon à ce que ces deux repères soient identiques. Donc, mon repère de la cinématique, là, sera calé sur l'origine générale. Voilà, ce sera plus simple. Ensuite, les coordonnées des objets, je ne vais pas en mettre pour l'instant, donc rien du tout. Ensuite, au niveau de l'outil, repérage de l'outil par rapport à la bride F, là, je vais mettre 0 aussi, donc ça veut dire que ces deux repères sont confondus. Ce sera là aussi plus simple. C'est comme si on avait un outil de taille nulle en fait. Ok, géométrie, donc c'est ça le plus important. Je vais mettre alors en longueur L1, 500. Pourquoi? Parce que je vais dire que mon portique il a 1 mètre de long, de haut, de large. Ce qui veut dire qu'au niveau du repérage de la trace des mouvements, là, je vais dire qu'on part de 0, c'est-à-dire complètement à gauche, jusqu'à 1 mètre complètement à droite. Pareil pour Y, pareil pour Z. Et je définis le milieu et le LF, donc la hauteur de bride, par exemple 10 cm. Si on regarde ce que ça donne, trace. Voilà, je prends du recul. Donc on voit l'origine, c'est donc ici, puisqu'on est sur le repère de la machine. Donc lorsque les axes sont à 0, 0, 0, 0,
eh bien la machine se trouve ici, c'est-à-dire à 50 cm par rapport à l'origine cinématique qui est là. Si je me mets en face, on va mieux le voir. Donc en X, on est bien 500, c'est bien là. En Y, on est à 50, oui aussi, on le voit bien. 10, 20, 30, 40, 50, ok. Et en Z, alors pourquoi il n'y a que 40 ici? Ben parce qu'en fait, si je me mets en face, donc 40, parce qu'en fait, j'ai défini que 500, 50 cm, là, c'était le haut et qu'il y avait 10 cm de bride. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que ça. Alors après, on peut se dire pourquoi définir le zéro en plein milieu là-bas? Est-ce que ça aurait pas été mieux de faire différemment? Peut-être. Alors on va le faire. Hop, je vais faire configuration et je vais dire eh bien que on part de zéro, on part de zéro, on part de zéro. Alors ça va pas fonctionner puisqu'il y a 10 cm de bride, donc il faudrait mettre la même hauteur pour retomber au même emplacement. Je conserve les commandes qui sont ici et je retransfère, charger, terminé. Ok, et je regarde la trace. Et donc là, on voit eh bien que il y a correspondance entre le repère général et le repère des axes. Ce qui peut être plus pratique puisque si on regarde, ben, on se repère directement. Hop, je le vois là. 0. Si je me mets en face, je vais le décaler. On voit bien qu'on est à 0. On est à 0 ici aussi. Si je me mets de ce côté, 0. Voilà, donc ça peut être pas mal comme ça. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de faire bouger le robot et de le mettre en service. Donc, mise en service. Je fais activer la maîtrise de commande. C'est comme pour les servos, comme pour les variateurs, on retrouve la même interface, hein. Si vous regardez les vidéos que j'ai faites sur les variateurs et le positionnement, c'est la même maîtrise de commande. Donc activer, oui. Il me dit que ça a échoué parce que je ne suis pas en marche. C'est normal, je me mets en fonctionnement. Activer, oui. Ensuite, on va débloquer. Et là, on voit que c'est grisé parce qu'on peut rien faire. Pourquoi? Ben parce que les axes ne sont pas référencés, on n'a pas fixé leur origine. Là aussi, revoir ma vidéo sur les drives pour comprendre la logique, mais bon, c'est tout simple, c'est qu'il faut définir un point de référence pour chaque axe. Je vais faire simple, vu que j'ai mis eh bien, les zéros ensemble de tous les repères. Donc le 0, je vais dire que c'est l'origine. Donc là, sur cet axe, c'est référencé. Pareil, le 0 référencé, référencé et référencé pour le quatrième. Voilà, j'ai réorganisé mes fenêtres. Donc débloqué. On va faire une marche par à-coup. Par exemple, sur l'axe X en marche avant. Et là, on voit eh bien, que ça se déplace. Impeccable. Je vais faire pareil sur l'axe Y. Ça se déplace aussi. Sur l'axe Z, donc l'axe bleu, hein, celui qui est là. Bien sûr, je peux faire en marche arrière, marche avant. Je peux faire une rotation de l'outil. Alors vous allez me dire, mais comme l'outil, on ne le voit pas là, bah, alors par contre, on peut faire afficher le tool coordonné là. Et donc, bah, si je viens modifier, on voit que ça tourne. Voilà, donc les mouvements. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, le marche par à-coup sur une position cible. Je définis une position à laquelle je veux aller sur les 4 axes. Bah, je vais dire que je retourne à l'origine, par exemple. Je rappelle que l'origine des axes, le 0, correspond à l'origine générale, puisque j'ai calé
les dimensions en conséquence. Donc 0, et je peux démarrer. Donc tous les mouvements vont se réaliser en même temps. Et voilà, en retour à l'origine, j'aurais pu bien sûr mettre ce que je voulais, 100, 200, démarrer. Voilà, voilà. Autre chose de sympa, c'est l'enregistrement de la trajectoire. Donc, je vais faire démarrer l'enregistrement et je vais débloquer et fixer une position. Allez, 1500 et 800, n'importe, pourquoi pas, et démarrer. Voilà, je reviens. J'arrête l'enregistrement. Et on voit, je vais réduire ça. Et on voit la trajectoire qui a été effectuée en rouge là. Bon, bien sympa pour savoir ce que l'on a fait. On peut rejouer la séquence d'ailleurs. Ça c'était quand je faisais le réglage, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Et on revoit le mouvement. Magnifique. Et bien sûr, si on veut bouger correctement, il nous faut un MC, évidemment. Alors, jusqu'à présent, c'est moi qui avais commandé le mouvement de façon manuelle. Mais bien sûr, la finalité, c'est d'avoir un pilotage automatique grâce au programme dans l'automate. Et donc, on va utiliser des fonctions de motion control. Par exemple, pour réaliser le déblocage d'un axe, il faut utiliser la fonction MC Power. Pour référencer un axe, c'est-à-dire définir sa position d'origine, c'est la fonction MC Home. Et ensuite, on peut commander des mouvements. Soit avec une trajectoire droite, soit en cercle, ou bien en passant par des points prédéfinis. Et on peut choisir soit absolu, c'est-à-dire une destination définie par rapport à l'origine, ou relative par rapport à la position précédente. Pour faire une démo, je vais utiliser un mouvement linéaire avec destination définie par rapport à l'origine. Le détail de chaque paramètre d'entrée est donné dans la documentation, avec le plus important, la destination, définie dans un tableau qui contient les 4 coordonnées. Pour certains paramètres, on peut rappeler les valeurs par défaut de la configuration en plaçant une valeur négative. Ensuite ici, détail des entrées du bas. Et le détail pour les sorties. Allez, petite démo. Le programme tout d'abord avec le main qui contient un appel à une fonction d'initialisation des axes qui va se faire à partir d'un bouton qui va dans un premier temps débloquer l'axe comme on l'avait fait en mode manuel ici. Ensuite, un bouton pour référencer l'axe, c'est-à-dire définir la position 0. Regardons à l'intérieur. Je fais un peu de place. On retrouve les fonctions MC Power. MC Power sur l'axe A1 et lorsqu'on demande de débloquer l'axe, donc le bouton, passer en paramètre d'entrée, débloquer l'axe, paramètre d'entrée, on va alimenter l'axe correspondant, le 1, on va faire pareil pour le 2, on va faire pareil pour le 3 et le 4. Ensuite, la position 0 des axes, donc le référencement, c'est fait sur chacun des axes
à partir, pareil, de l'entrée que l'on a passée en paramètres. Donc, cette entrée va agir sur les 4 axes A2, A3 et A4. Donc, voilà. Au niveau du main, ensuite, on a bien, notre fonction de commande du déplacement. Donc, le move linéaire et qui va agir sur quoi? Ben, sur la cinématique, c'est-à-dire l'objet technologique, c'est-à-dire lui, là, hein, c'est lui qu'on peut mettre ici. Ensuite, on exécute le mouvement quand on appuie sur le bouton démarrer, logique, et on va aller à une position définie dans ce tableau. Ce tableau, alors je ne l'ai pas passé en paramètres, je l'ai mis dans un DB, consigne utilisateur, où on va retrouver bien, position sur les 4 axes. Par défaut, c'est au milieu, par exemple, mais on peut choisir ce qu'on veut. Et ensuite, on voit que j'ai déclaré également une vitesse. Pourquoi? Eh bien, parce que je peux déclarer dans la cinématique une velocity, vitesse, donc que je vais récupérer. Voilà, ensuite les autres, -1, ici, ça veut dire que c'est les paramètres par défaut. Paramètres par défaut, on va les voir, ben, c'est ceux qui sont au niveau de la dynamique, donc configuration de l'objet Théo, là, on est là. Et donc, on peut définir les vitesses maximum, l'accélération, la décélération, le couple pour les à-coups, bon, bref, plein de choses. Allez, on démarre. Alors, je me suis fait une petite IHM pour bien débloquer les axes, référencer les axes et démarrer, c'est-à-dire atteindre la position que je peux choisir où je veux. Par rapport à la position de départ, la position actuelle, donc qui est à 0, et je peux changer la vitesse aussi. C'est parti, je commence par référencer l'axe, c'est-à-dire le débloquer. On voit qu'il est en position 0. Ok, donc du coup, eh bien, je peux référencer ça comme la position 0. Et ensuite, eh bien, dire, fais le mouvement. Et donc, en fonction de la position à atteindre, il va se déplacer et bien sûr l'atteindre. On le voit sur le côté. Voilà. Je peux changer la vitesse et la position si j'ai envie. Je vais le mettre tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Je vais faire une rotation. Je vais faire, je sais pas, ça au hasard. Ça et ça. C'est parti. Démarrer. Et on voit le mouvement. Alors, à noter qu'on ne peut pas modifier la valeur de la vitesse une fois le mouvement lancé, c'est-à-dire que même si j'accélérais ici en cours de route, ça n'a aucun effet parce qu'en fait, le mouvement est lancé. Par contre, une fois que la position sera atteinte, et si je redemande un nouveau déplacement, eh bien, auquel cas, là, je pourrais, si je le fais comme ça, et je sais pas, comme ça, démarrer. Là, pour le coup, c'est très rapide. Allez, on poursuit avec la notion de zone de travail et zone interdite. L'idée générale, c'est de définir des emplacements dans l'espace de travail et ensuite laisser la surveillance automatique réagir. 4 différents types de zones peuvent être déclarés et selon le type de zone, une collision n'aura pas les mêmes effets. Pour une zone de travail, il faut en sortir
pour qu'une alarme se déclenche et provoque l'arrêt immédiat du mouvement. Avec les zones de blocage, c'est l'inverse, c'est quand on y rentre que ça s'arrête automatiquement. Pour les zones de signalisation, c'est également l'entrée dans la zone, mais dans ce cas, pas d'arrêt, juste un signalement. Et pour retrouver les différents états dans le programme, on peut se servir des variables de l'objet technologique. Allez, démo. Je vais dans configuration et zone. Dans l'espace de travail, eh bien, je peux définir différentes zones de type signalisation, travail ou éventuellement le troisième blocage. Je peux ensuite choisir une forme 3D, une sphère, un cylindre. Moi, je vais choisir un parallélépipède dont les dimensions j'ai déjà saisies. Voilà, dans le système de coordonnées général, et j'ai donné les dimensions. Je vais le rendre actif, donc activé. Voilà, et je peux tester pour voir ce qui va se passer. Voilà, charger. Je remets ici ma petite supervision. Je vois que je suis en position initiale, mais on va s'en rendre compte quand même beaucoup mieux avec l'outil de diagnostic qui est là, qui nous montre, en plus du 3D là, qui nous montre les différents états de la cinématique en plus, et qui nous donne également les différents bits associés aux détections dans les différentes zones. Voilà, donc pour l'instant, tout va bien. On voit que la zone qui a été définie, elle apparaît là en espèce de jaune-marron. Et pour l'instant, l'outil ne se trouve pas dans la zone. Le bras, la poutre, là, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'outil. Donc, si je fais un mouvement, donc j'augmente X et que je vais aller chercher dans la zone là-bas, démarrer, eh bien, on voit qu'il y a signalisation parce que, justement, on est dans la zone. Si je remonte, c'est toujours pareil. Je remonte un peu, c'est toujours pareil. On est toujours dans la zone. Si je remonte encore un peu, eh bien là, je vais sortir de la zone, donc démarrer. Et là, la signalisation s'arrête. Donc ensuite, on peut définir des zones spécifiques à l'espace de travail, les trois que je vous ai montrés, ou spécifiques à l'outil. Je vous le montre. Donc, je reviens à la configuration. Configuration, on a dit. Voilà. Zone et zone de la cinématique. Voilà, j'en avais commencé une sous forme de sphère avec un rayon. Donc, si je la montre et que je l'active, donc activer, je vais transférer. Ça veut dire que par rapport aux coordonnées de l'outil, là, c'est plus les coordonnées générales, c'est les coordonnées de l'outil. On le voit en FCS. Alors, l'outil est donc le flange, donc ça c'est la bride. Et moi, je me suis repéré par rapport à T qui est le système de coordonnées tool de l'outil. Voilà, c'est parti, diagnostic. Donc, je disais comment ça s'appelle? Une sphère tout autour de l'outil de 10 cm de rayon. On voit que là où j'en étais resté, j'étais sorti de la zone tout à l'heure, donc ça signalait en vert. Par contre,
on le voit ici, c'est bien signalé en vert parce que l'outil lui-même est en dehors de la zone de signalisation, c'est-à-dire ce point-là. Par contre, la zone autour de l'outil tel que je l'ai déclaré, c'était la zone 2, eh bien, elle est en collision avec la zone 1 de signalisation. Si j'en sors, supervision, donc il faut que je monte un petit peu plus haut sur l'axe Z. Et dans ce cas-là, tout devient vert. Si je descends beaucoup plus bas, je vais avoir les deux signalisations. Donc, signalisation, et bien que l'outil se trouve dans la zone et en plus sa zone autour également. C'est pour ça que l'on a les deux en rouge ici. J'ai même pu récupérer l'état grâce à une variable pour l'afficher ici, zone de danger. Je vous montre d'ailleurs, tiens, où est-ce qu'elle est cette variable? Elle est dans le main. Elle est dans IHM. Et c'est celle qui se trouve à ce niveau-là. Donc j'ai récupéré le bit qui va bien de la variable qui va bien pour le mettre dans Visu et c'est l'état de Visu que l'on voit qui affiche danger. Allez, autre chose, regardons maintenant comment réaliser de beaux virages pour ne pas faire comme ce camion. On a vu bien, que l'on pouvait commander des mouvements les uns à la suite des autres. Le down du précédent peut servir à l'exécute du suivant. Mais on peut aussi donner le même ordre de départ à plusieurs mouvements. Ils sont alors stockés dans une mémoire appelée chaîne de commande. C'est l'ordre de placement des blocs dans le programme qui fixe l'ordre d'exécution. Une chaîne de commande peut contenir jusqu'à 5, voire même 10 mouvements. Et l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir faire des transitions douces entre les mouvements. Choix numéro 1, celui par défaut, c'est pas de lissage. Ensuite, choix 2 ou 5, c'est avec lissage, soit en petite, soit en grande vitesse. Et, très important, la distance de transition. Prenons un exemple avec le premier mouvement ici, trajectoire rouge, suivi d'un second mouvement ici, trajectoire bleue, avec une distance de transition de 0, pas de lissage. La trajectoire totale forme donc un angle. Par contre, en définissant une valeur, elle correspondra à quelle distance par rapport à la fin la transition vers l'autre trajectoire va s'opérer. Allez, petite démo. Au niveau du programme nouveauté, je vais faire déplacer les axes avec ou sans transition suivant l'état d'un bouton. Si je commence sans transition, eh bien, on exécute différents mouvements. Alors ça, c'est le retour à l'origine ou aller au fond, éventuellement deux positions intéressantes, mais c'est pas ça qui définit la trajectoire. La trajectoire, elle est définie en fonction bien, de la séquence qui est là, où l'on a les points P1, donc position 1. Ensuite, on a position 2, position 2, position 2, je la vois plus, elle est là, voilà, position. Cette instruction commence lorsqu'on a down du précédent, c'est-à-dire une fois qu'on a fait ce mouvement, on lance le suivant. Et pareil, troisième point à atteindre, exécuter quand le 2 d'avant est terminé, on atteint le point 3, ainsi de suite. Et si je vous montre les consignes utilisateurs, eh bien, on voit la position 0 qui est la position d'origine et les différents points que l'on va retrouver sur la trajectoire. Si je regarde maintenant avec transition,
Le premier point est commandé lorsqu'on appuie sur le bouton démarrer. Donc ça, c'est le premier qui n'a pas d'incidence en fait puisqu'il ne dépend pas de l'ancien. Là où ça commence vraiment, c'est lorsqu'on est pour le point 2, c'est-à-dire la transition entre le 1 et le 2. Transition entre le 1 et le 2 qui va se faire selon une valeur que je vais pouvoir régler et que j'ai mis également dans le DB de consigne utilisateur. On remarquera que bouton démarrer et bouton démarrer sont là sur exécute, comme exécute ici. Donc ça veut dire que tous ces mouvements sont placés dans la chaîne de commande avec les différentes positions. Par contre, la transition sera toujours la même, c'est-à-dire l'arc de cercle, on va dire, de la trajectoire sera toujours le même. On pourra le changer, mais il sera toujours le même. Allez, test. Alors, je commence avec, eh bien, sans activer de transition et le mouvement. On voit que ça forme un profil trapézoïdal. Et ensuite, ça va de l'autre côté. Voilà, ça c'est le mouvement basique. Je l'ai enregistré, donc je peux le revoir et le montrer. Donc c'est le tracé de ce profil trapèze. Je me remets en position initiale. J'active maintenant le mode de fonctionnement avec transition et je mets par exemple une distance de 10 cm. Et je vais sauvegarder le tracé précédent et mettre maintenant une nouvelle couleur pour bien, le nouvel enregistrement pour qu'on puisse comparer les trajectoires. Donc démarrer avec donc un petit arrondi, on le voit un petit peu au niveau du tracé. Je vais arrêter, on va bien s'en rendre compte. Je reviens à l'origine pour pas que l'axe nous gêne. Voilà, et je refais une nouvelle trajectoire où là maintenant j'ai doublé la transition, c'est-à-dire la distance à partir de quand je commence à eh bien, m'éloigner du point de destination et rejoindre l'autre trajectoire. Voilà, j'enregistre et on va pouvoir comparer. Je mets une autre couleur pour les différencier. Voilà, et si on se rapproche, eh bien on voit que en vert, pas de transition, pas de lissage. En jaune, c'était avec un petit lissage. Voilà, je mets l'axe au fond comme ça, il ne nous gênera pas. Et on voit bien que sur chacun des changements, puisque j'ai défini pour chacun, j'étais pas obligé de mettre pour chacun, hein, j'aurais pu mettre que pour un seul, hein, c'est pas obligé de les mettre sur tous. Eh bien, on voit eh bien, qu'on a la distance qui est respectée, 100 dans l'essai en jaune et 200 dans l'essai en rouge. Vert, jaune, rouge, ça me fait penser à quelqu'un. Vous l'avez reconnu? Allez, dernière partie de la vidéo. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser des trajectoires circulaires. Deux fonctions sont possibles, une en absolu ou une en relatif. Pour changer par rapport à tout à l'heure, je vais prendre cette fois-ci celle en relatif. La trajectoire, donc le cercle, peut être défini de trois façons différentes. Mais quelle que soit la méthode, ça donnera toujours un cercle. Première technique, un cercle passant par trois points. Le point de départ, c'est-à-dire l'endroit où on se trouve avant de commencer. Ensuite, le point d'arrivée, qui est défini par rapport au point de départ, car on est en coordonnées relatives. Et enfin, un point quelconque sur la circonférence. Ainsi, il n'existe qu'un cercle pouvant passer par les trois points. Il suffit d'en décaler un pour changer de taille.
Attention, avec cette technique, on ne peut pas réaliser un cercle complet car le point de départ ne peut pas être le même que celui d'arrivée. Avec l'autre technique, on part toujours du point de départ, mais on définit ensuite les coordonnées du centre du cercle. On a donc défini indirectement la taille du rayon. Reste ensuite à fixer la longueur de la trajectoire en définissant un angle. Rappel, les sens positifs sont donnés par la norme. Et aussi, avec cette technique, il est possible de faire un tour complet, donc 360 degrés. Et enfin, dernière technique, on part toujours du point de départ. Ensuite, on définit le point d'arrivée. Et pour fixer la taille, on impose le rayon. Attention, comme on est en 3D, avec la technique numéro 2, il existe une infinité de solutions possibles, suivant dans quel plan on trace le cercle. Idem avec la technique numéro 1, 2 points, ce n'est pas suffisant. Pour définir un plan, il faut au minimum 3 points. Pour s'en souvenir, il existe un moyen mnémotechnique assez facile à retenir. Allez, plus sérieusement, quand on définit un cercle seulement avec 2 points, il faut aussi préciser dans lequel des 3 plans du repère x, y, z il faudra le tracer. Voici maintenant le détail des paramètres d'entrée de la fonction pour le tracé des cercles, avec notamment le choix du type de tracé, le point intermédiaire qui peut être aussi le centre du cercle, ainsi que le point d'arrivée. Ensuite, l'orientation de la trajectoire, ainsi que le plan dans le repère 3D. Et enfin, l'angle ou le rayon du cercle en fonction de la méthode choisie. Pour les dernières entrées en bas et les sorties, rien de particulier à dire, c'est du même topo que pour un mouvement linéaire. Prenons un exemple. En utilisant la technique avec la définition du centre, qui sera ici placé à 300 mm juste au-dessus du point de départ. Ensuite, sens positif dans le plan XZ avec un angle de 360 degrés, donc un tour complet. Autre exemple, avec la technique utilisant le rayon, définition du point d'arrivée, ensuite du plan YZ et parcours négatif le plus long. Donc ici, c'est l'arc du dessus. Et pour terminer, on fixe le rayon. Allez, un dernier exemple avec la méthode des 3 points. Avec un point intermédiaire placé ici en face du point de départ, ça donne directement le diamètre. Le point d'arrivée placé très proche du point de départ, sans être identique, sinon ça ne fonctionnerait pas. Et enfin, on choisit le plan, ici plan XY. Allez, petite démo. Avec ce programme, je vais réaliser dans un premier temps un mouvement linéaire classique à partir d'un bouton démarrer. Ensuite, je vais avoir toujours avec le bouton démarrer, donc ça veut dire que les deux commandes sont dans la même chaîne. Un trait aussi, une droite qui sera avec transition, donc avec le premier tracé. Ensuite, une fois que ça ce sera fini, down, je vais lancer, exécute. Je vais lancer un mouvement circulaire utilisant la technique numéro 1 et ensuite eh bien, je vais définir les coordonnées du centre et
un arc. Voilà. Ensuite, une fois ce tracé terminé, donc down du C1, on va faire encore un cercle, technique numéro 2, avec eh bien, la définition d'un rayon et d'un autre point d'arrivée. Je vous les montrerai tout à l'heure. Ensuite, donc une fois que c'est fini, on enchaîne avec le suivant. Technique, ben, la dernière qui restait, la technique 0, qui passe par 3 points. Voilà, je vais continuer, mais ça c'est juste pour le fun, pour vous montrer la figure. Un autre petit bout de cercle qui fait juste que 90 d'arc de cercle. Et je terminerai par 2 mouvements droits linéaires, dont le deuxième là sera avec transition. Si je regarde les paramètres, eh bien, on voit les coordonnées des différents points que je vais rejoindre au fur et à mesure de la trajectoire. Donc voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez mieux comprendre. Voilà, j'enregistre, je reprends ma petite IHM pour bien démarrer la séquence. On voit bien les deux morceaux linéaires au début, ensuite le premier cercle, ensuite le deuxième cercle qui n'est pas complet, c'est 3/4 de tour uniquement, ensuite le troisième, le petit arc de cercle pour finir et on retourne au fond. Je vais regarder ça en détail et je vais enlever l'armature, voilà, on y voit mieux. On voit les 3 cercles définis bien, dans des plans différents. Et donc, ben, voici cette forme magnifique. Voilà, ben vous savez tout presque, et je vous laisse mettre en commentaire le nom de l'invité mystère.